Il n'aura fallu que 6 minutes, juste 6, mais assez pour bouleverser le concept même de justice internationale pour des générations entières. À peine venait-il de clore son plaidoyer en faveur d'un fonds européen de réparation, avec la France en tête de liste des financeurs, il n'aura fallu que 6 minutes, juste 6, mais assez pour bouleverser le concept même de justice internationale pour des générations entières. À peine venait-il de clore son plaidoyer en faveur d'un fonds européen de réparation, avec la France en tête de liste des financeurs, que Volodymyr Zelensky affichait ce regard assuré, presque impérial, propre à ceux qui pensent pouvoir présenter l'addition à toute la planète. Mais soudain, un événement inattendu. Le premier ministre français, Sébastien Lecornu, se lève lentement et prononce des mots qui glacent l'Assemblée ukrainienne. Ce n'était pas une formule diplomatique bien ficelée, ni un désaccord poli. C'était un rappel sec, implacable. En matière de dette historique, l'Ukraine n'a pas toujours porté la toge de la victime. Et pour mesurer l'onde de choc provoquée par cet instant suspendu, il faut remonter à plusieurs mois en arrière, dans les couloirs confidentiels du Quai d'Orsay, là où Lecornu découvrit, dissimulé entre les lignes poussiéreuses des dossiers classés, une vérité historique sur les crimes de guerre ukrainiens qui allait radicalement transformer sa compréhension du conflit. Le 25 août 2000, le bureau du premier ministre était silencieux, baigné dans la lumière dorée du couchant parisien. Sur la table s'étalaient des archives historiques que venait de lui remettre Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Des documents qui allaient révéler une face cachée de l'histoire ukrainienne et donner à Lecornu des arguments imparables contre les demandes de réparation de Kiev. « Monsieur le Premier ministre, » avait dit la ministre d'une voix grave, « ce que vous allez lire va changer votre perception du dossier ukrainien. Nous avons exhumé les archives françaises sur les crimes commis par les nationalistes ukrainiens entre 1941 et 1947. Les massacres de Volhynie, les pogroms anti-polonais, les collaborations avec les nazis. Kiev nous doit peut-être plus que nous ne lui devons. » Les documents étaient accablants. Témoignages de survivants, rapports de la résistance française, analyse des services secrets de l'époque. Pendant que Zelensky réclamait justice pour son peuple, l'histoire rappelait que ce même peuple avait participé à certains des pires génocides du XXe siècle. Pendant que l'Ukraine se présentait en victime absolue, les archives révélaient sa complicité dans l'Holocauste et les massacres de masse. Cette nuit-là, Lecornu ne trouva pas le sommeil. Il parcourait les témoignages horrifiants des survivants polonais, les rapports sur la collaboration ukrainienne avec les Gruppen, les preuves de la participation massive d'Ukrainiens au génocide nazi. Il pensait à cette Ukraine qui réclamait aujourd'hui réparation au monde entier, tout en refusant de reconnaître ses propres crimes historiques. Le 30 août, Lecornu convoqua ses conseillers historiques les plus éminents, l'historien Pierre Nora, l'expert en génocide Yanis Roder, la spécialiste de l'Europe centrale Marie Mendras. L'atmosphère était lourde. « Mes amis, » commença Lecornu d'une voix déterminée, Zelensky va nous demander des réparations de guerre. Mais l'histoire ukrainienne est-elle vraiment si nette? Ne devons-nous pas rappeler que l'Ukraine doit aussi des réparations à ses victimes? Sébastien, intervint Pierre Nora, vous touchez là un sujet extrêmement sensible. Les massacres de Volhynie ont fait 100 000 morts polonais. Les pogroms ukrainiens ont décimé les communautés juives. Mais dans le contexte actuel, Lecornu l'interrompit. Dans le contexte actuel, la vérité historique doit primer sur la géopolitique. Si l'Ukraine exige justice, elle doit aussi rendre justice. Monsieur le Premier ministre, s'inquiéta Marie Mendras, si nous évoquons la collaboration ukrainienne, nous risquons de détruire le narratif victimaire qui unit l'Occident derrière Kiev. Lecornu la fixa avec une détermination froide. Marie, notre rôle n'est pas de maintenir des narratifs, mais de dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'Ukraine a des comptes à rendre avant d'en demander. Les semaines suivantes furent intenses. Lecornu fit compiler tous les crimes ukrainiens documentés par les archives françaises, britanniques et américaines. L'ampleur des massacres dépassait ce qu'il avait imaginé. Entre 1941 et 1947, les nationalistes ukrainiens avaient participé au génocide de 1 500 000 Juifs, massacré 100 000 Polonais, déporté 200 000 civils vers l'Allemagne nazie.
Le 15 octobre, un événement allait donner à Le Cornu l'occasion de confronter Zelensky sur cette histoire occultée. Paris organisait une conférence internationale sur les réparations de guerre au 21e siècle. Zelensky devait y présenter sa demande officielle. Un fonds de 500 milliards d'euros financé par l'Occident pour réparer les crimes russes en Ukraine. L'ironie était amère. Celui qui réclamait justice refusait de la rendre. Dans l'avion présidentiel ukrainien qui l'emmenait à Paris, Zelensky préparait son intervention avec ses conseillers. Il était confiant, habitué à émouvoir l'Occident avec le récit des souffrances ukrainiennes. Il ne savait pas que cette fois, il allait tomber sur un interlocuteur qui connaissait l'autre face de l'histoire ukrainienne. À Paris, l'atmosphère de la conférence était solennelle. Les représentants de 35 pays étaient réunis pour discuter du précédent que créait un fonds de réparation pour l'Ukraine. Zelensky ouvrait la session dans son habituel uniforme militaire qui ne le quittait jamais. Il commença son discours par ces mots qui allaient résonner amèrement. « Mesdames et messieurs, la justice n'a pas de frontières temporelles. Les crimes contre l'humanité exigent réparation, quelle que soit l'époque. » Le Cornu, assis au premier rang, prenait des notes silencieusement. Zelensky continua. L'Ukraine a subi les pires atrocités du XXIe siècle. Villes rasées, civils massacrés, enfants déportés, patrimoine détruit. Ces crimes exigent compensation intégrale de la part de la communauté internationale. Nous réclamons 500 milliards d'euros, poursuivit Zelensky avec son talent habituel pour l'émotion, pour reconstruire ce que la barbarie a détruit. Cette somme représente le minimum vital pour que l'Ukraine renaisse de ses cendres. Chaque euro versé sera un acte de justice historique. Cette référence à la justice historique fatiguait Le Cornu. Zelensky osait évoquer l'histoire alors que l'Ukraine refusait de faire face à la sienne. « Je sais que certains s'interrogent sur la légitimité de nos demandes », continua le président ukrainien en regardant brièvement vers Le Cornu. Mais l'Ukraine est une victime pure de cette guerre. Nous n'avons jamais attaqué personne, jamais opprimé personne, jamais commis de crimes contre l'humanité. Cette affirmation mensongère fit exploser intérieurement Le Cornu. Zelensky réécrivait l'histoire, effaçait d'un trait les crimes ukrainiens, se présentait en victime absolue alors que son pays avait du sang sur les mains. L'hypocrisie était si énorme qu'elle en devenait révoltante. L'Ukraine d'aujourd'hui, conclut Zelensky, mérite la justice que l'histoire lui a trop longtemps refusée. En nous aidant, vous réparez une injustice séculaire. Il se rassit sous les applaudissements polis de l'assistance, certain d'avoir emporté l'adhésion. Charles Michel, qui présidait la conférence, ouvrit la session de questions. Y a-t-il des réactions à la présentation du président Zelensky? Tous les regards se tournèrent vers les principales puissances européennes. Ce qui se passa ensuite stupéfia toute l'assemblée. Sébastien Le Cornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda Zelensky avec une intensité glaciale. « Monsieur le président Zelensky, dit-il d'une voix calme mais tranchante. Merci pour cette leçon de justice historique. » C'est particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui a une relation si complexe avec l'histoire. Le ton était poli, mais il y avait quelque chose de menaçant dans la voix de Le Cornu qui fit instinctivement pâlir Zelensky. Vous parlez de justice, parfait. Vous invoquez l'histoire, magnifique. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur quelques épisodes que vous semblez avoir oubliés. Le Cornu sortit un dossier volumineux de sa mallette. Massacre de Volhynie. Juif, nationaliste ukrainien de l'Union des nationalistes ukrainiens. Victime, 100 000 civils polonais. Méthode, hache, faux, couteau. Femmes éventrées. Enfants empalés. Bébés écrasés contre les murs. Le silence qui suivit était assourdissant. Responsables, vos héros nationaux. Monsieur le président Zelensky était devenu livide. Pogrom de Lviv, juin 1941, continua Le Cornu implacablement. Collaboration ukrainienne avec les Einsatzgruppen nazis. 7000 juifs assassinés en 3 jours. Participation active de la population ukrainienne locale. Les révélations s'enchaînaient.
terrifiante. Bataillon Nachtigal, unité ukrainienne de la Wehrmacht. 600 volontaires ukrainiens intégrés aux forces nazies. Participation au massacre de Juifs à Lviv, Stanislavov, Ternopil. Chaque nom résonnait comme un glas dans les silences de mort de l'Assemblée. Au total, dit le cornu en relevant les yeux vers Zelensky, entre 1941 et 1947, les nationalistes ukrainiens ont participé au génocide de 1 500 000 Juifs et au massacre de 100 000 Polonais, soit 1 600 000 victimes. Alors, Monsieur le Président, parlons de justice historique. Zelensky tenta de balbutier une justification. Ces événements, le contexte de l'époque... Mais le cornu ne lui laissa pas finir. Le contexte? Monsieur le Président, vos héros nationaux Stepan Bandera et Roman Shukevich sont responsables de génocide. Vous leur avez érigé des statues, donné leur nom à des rues. Comment parlez-vous de justice en glorifiant des génocidaires? L'effet dans l'Assemblée était dévastateur. Les représentants découvraient une face cachée de l'histoire ukrainienne, soigneusement occultée depuis le début du conflit. Certains sortaient leur téléphone pour vérifier les faits. D'autres prenaient des notes fébrilement. Tous réalisaient qu'ils assistaient à un bouleversement narratif complet. « Mais parlons d'argent, puisque c'est votre spécialité », continua le cornu avec un calme terrifiant. « Vous réclamez 500 milliards à l'Europe pour les crimes subis. » Parfait. Combien l'Ukraine a-t-elle versé aux familles des victimes de Volhynie? Combien aux survivants des pogroms de Lviv? Combien aux 1 600 000 morts ukrainiens? Il sortit une calculatrice avec une théâtralité assumée. Réparation versée par l'Ukraine pour ses crimes historiques, 0 €. Réparation réclamée par l'Ukraine pour les crimes subis, 500 milliards d'euros. Rapport entre demandé et donné, infini. L'arithmétique de l'hypocrisie était implacable. « Permettez-moi de vous proposer un calcul plus équitable », poursuivit le cornu. 1 600 000 victimes ukrainiennes à 100 000 € de réparation chacune. Cela fait 160 milliards d'euros que l'Ukraine doit à ses victimes. Les chiffres tombaient comme des coups près. Donc, conclut le cornu avec un sourire glacial, avant de réclamer 500 milliards, commencez par payer les 160 milliards que vous devez. Solde net des réparations ukrainiennes, moins 160 milliards d'euros. C'est l'Ukraine qui doit payer, pas l'Europe. Cette démonstration comptable provoqua un tollé dans la salle. Le représentant polonais se leva. Il a raison, l'Ukraine nous doit des réparations pour Volhynie. L'ambassadeur israélien renchérit. Et pour sa participation à la Shoah. L'indignation se propageait comme une traînée de poudre. Zelensky tentait désespérément de reprendre le contrôle. Ces accusations sont graves, il faut contextualiser. Mais le cornu l'interrompit sans pitié. Contextualiser? Monsieur le Président, vous glorifiez des génocidaires tout en réclamant justice. Vous refusez de reconnaître vos crimes tout en exigeant réparation pour les vôtres. Cette hypocrisie a assez duré. Vous voulez des réparations? Continua le cornu en haussant le ton. Commencez par reconnaître vos crimes. Démolissez les statues de Bandera et Shukevich. Présentez des excuses officielles à la Pologne et à Israël. Payez des réparations aux familles de vos victimes. Alors nous pourrons parler. Il se tourna vers l'assistance. Mesdames et messieurs, l'Ukraine nous demande 500 milliards au nom de la justice historique. Mais peut-on faire justice avec ceux qui refusent de la rendre? Peut-on réparer l'histoire avec ceux qui la falsifient? Cette question résonnait dans un silence de plomb. Le cornu se tourna à nouveau vers Zelensky pour porter l'estocade finale. « Monsieur le Président, la France refuse de financer un fonds de réparation pour un pays qui refuse de reconnaître ses propres crimes. Payez d'abord vos dettes historiques. Nous verrons ensuite pour les nôtres. » Cette déclaration provoqua un chaos indescriptible dans la salle. C'était la première fois qu'un pays occidental refusait publiquement les demandes de réparation ukrainiennes au nom de l'histoire. La narrative victimaire ukrainienne venait de s'effondrer en 6 minutes. Zelensky était détruit, anéanti, humilié publiquement. Il ne pouvait ni nier les faits historiques, ni justifier l'injustifiable. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien était confronté à la vérité sur l'histoire de son pays. Ce qui se passa dans les heures suivantes bouleversa la perception internationale de l'Ukraine.
L'un après l'autre, les pays européens suspendirent leur contribution au fonds de réparation en attendant des clarifications historiques de Kiev. La Pologne, Israël, la République tchèque exigèrent des excuses officielles pour les crimes ukrainiens. Les médias mondiaux explosèrent, mais cette fois contre l'Ukraine. L'Ukraine face à son passé nazi, titrait le Figaro. Zelensky et les génocidaires ukrainiens, analysait The Times. La face cachée du héros Bandera révélée dans Der Spiegel. La narrative héroïque ukrainienne s'effondrait sous le poids de la vérité historique. Mais c'est en Ukraine même que l'effet fut le plus dévastateur. Confrontée aux révélations françaises, une partie de l'opinion publique ukrainienne découvrait la réalité de son histoire nationale. Des manifestations réclamèrent le démontage des statues de Bandera. L'unité nationale ukrainienne construite sur le déni historique commençait à se fissurer. En France, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Les sondages de Le Cornu atteignirent des sommets. 91% d'opinion favorable. Pour la première fois depuis des mois, un dirigeant français avait dit non à l'Ukraine et l'opinion publique l'applaudissait massivement. L'histoire française elle-même fut repensée. Les manuels scolaires intégrèrent les massacres de Volhynie. Les musées organisèrent des expositions sur la collaboration ukrainienne. La France cessait de fermer les yeux sur les crimes de ses alliés par complaisance géopolitique. Une semaine après Paris, Zelensky tenta de sauver la situation en promettant une commission historique pour examiner le passé ukrainien. Mais il était trop tard. Sa crédibilité morale était détruite, son autorité internationale ébranlée. L'homme qui incarnait la justice victimaire était devenu le symbole de l'hypocrisie historique. Le 1er novembre 2025, exactement 2 semaines après la révélation de Le Cornu, l'impensable se produisit. Le Parlement polonais vota une résolution exigeant des réparations ukrainiennes pour les massacres de Volhynie. Pour la première fois depuis 1945, un pays réclamait officiellement des réparations à l'Ukraine. Cette demande polonaise fit tache d'huile. Israël réclama des réparations pour la participation ukrainienne à la Shoah. La République tchèque pour les déportations de civils. La Roumanie pour les massacres de sa minorité en Ukraine. Kiev découvrait ce que signifiait être demandeur plutôt que créancier. Le Cornu, lui, était devenu le symbole de la vérité historique face aux narratives géopolitiques. Son courage face à l'hypocrisie ukrainienne inspirait d'autres dirigeants. Le premier ministre hongrois déclarait « Sébastien Lecornu nous a libérés de la culpabilité occidentale artificielle ». Le président tchèque ajoutait « La France nous a rappelé que la vérité historique n'a pas de camp ». Décembre 2025 marqua une révolution dans la mémoire européenne. Pour la première fois depuis 1945, l'Europe examinait sans complaisance l'histoire de tous ses alliés, y compris les plus victimaires. Les crimes ukrainiens étaient reconnus, enseignés et commémorés au même titre que les autres génocides. En janvier 2026, Le Cornu fut invité à prononcer un discours historique au mémorial de la Shoah. Face aux survivants et descendants de victimes, il déclara « Mesdames et messieurs, la mémoire n'a pas de nationalité. Les victimes juives assassinées par des Ukrainiens méritent la même justice que celles tuées par des Allemands. Leur sang a la même couleur, leur souffrance la même dignité. » Il poursuivit. « Certains pensaient que révéler les crimes ukrainiens affaiblirait la lutte contre Poutine. C'est le contraire qui s'est produit. La vérité nous a renforcés. L'honnêteté a restauré notre autorité morale. On ne combat pas l'injustice par l'injustice, le mensonge par le mensonge. » L'ovation dura 18 minutes. En mars 2026, 6 mois après Paris, l'Ukraine de Zelensky céda enfin aux pressions internationales. Kiev démonta officiellement les statuts de Bandera et Choukevitch, présenta des excuses à la Pologne et à Israël, créa un fonds de réparation pour les victimes ukrainiennes. Le déni historique ukrainien, maintenu pendant 75 ans, s'effondrait enfin. Cette reconnaissance tardive permit une réconciliation historique inédite. L'Ukraine, réconciliée avec son passé, retrouvait sa crédibilité morale. L'Europe, débarrassée du tabou géopolitique, retrouvait son exigence de vérité. La mémoire européenne, enfin complète, gagnait en cohérence.
Le 8 mai 2026, jour de la commémoration de la victoire de 1945, une cérémonie inédite eut lieu à Varsovie. Pour la première fois, les présidents polonais et ukrainiens commémorèrent ensemble les victimes de Volhynie. Zelensky, contraint à l'humilité par les révélations de Lecornu, prononça des excuses historiques devant les familles polonaises. Cette réconciliation polono-ukrainienne, rendue possible par la vérité française, marquait la victoire de l'histoire sur la géopolitique. Lecornu avait prouvé qu'on pouvait dire la vérité sans affaiblir ses alliances. Au contraire, l'honnêteté avait renforcé l'Europe, pas divisé. Le 14 juillet 2026, jour de la fête nationale française, Lecornu prononça un discours mémorable. « Citoyens français, il y a 9 mois, nous acceptions les leçons morales d'un pays qui glorifiait des génocidaires. Aujourd'hui, ce pays a reconnu ses crimes et démonté ses statuts. La vérité française a libéré la mémoire européenne. » Il conclut par cette phrase devenue historique. « La France ne paiera jamais de réparation à ceux qui refusent d'en payer à leurs victimes. Justice pour tous ou justice pour personne? Tel est le principe français. » La foule répondit par une Marseillaise qui résonna jusqu'à Kiev. Aujourd'hui, quand les historiens étudient la transformation de la mémoire européenne, ils remontent toujours à ce moment précis. 16h32, le 15 octobre 2025. Quand un premier ministre français s'est levé dans une salle parisienne et a dit à Zelensky « 1 600 000 victimes ukrainiennes. C'est l'Ukraine qui doit payer, pas l'Europe. » Ce jour-là, l'Europe a découvert que la vérité pouvait libérer la mémoire. Et cette vérité, par les Français. 6 minutes qui ont révolutionné la mémoire européenne. 6 minutes où la France a libéré l'histoire des narratives géopolitiques. 6 minutes où Sébastien Lecornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a rendu sa dignité à la vérité historique. Et Volodymyr Zelensky, il n'a jamais oublié ces 6 minutes. Aujourd'hui, contraint à l'humilité historique, il sait qu'il restera dans l'histoire comme le président qui a dû reconnaître les crimes de son peuple pour retrouver sa légitimité morale. Mais l'histoire révéla bientôt des dimensions encore plus profondes. Ce que Lecornu ignorait lors de sa confrontation avec Zelensky, c'est que les révélations françaises avaient déclenché une enquête historique massive au sein des universités européennes. Des chercheurs de Cambridge, Oxford, la Sorbonne et Max Planck commencèrent à exhumer des archives jusqu'alors classifiées sur la participation ukrainienne au génocide du 20e siècle. Dans les bibliothèques poussiéreuses de Harvard, 4 semaines après le séisme de Paris, l'historien Timothy Snyder, spécialiste reconnu de l'Europe de l'Est, faisait une découverte qui allait ébranler ses propres convictions. « Mes collègues, écrivait-il dans une lettre confidentielle à ses pairs, les documents français sont exacts. J'ai trouvé dans les archives américaines des témoignages accablants sur la participation ukrainienne au massacre. Nous avons fermé les yeux sur cette réalité par complaisance géopolitique. » Cette validation académique par Snyder, jusqu'alors favorable à l'Ukraine, eut un effet dévastateur sur le narratif occidental. Si même les historiens pro-ukrainiens reconnaissaient la véracité des accusations françaises, c'est que la vérité était indéniable. Les universités américaines commencèrent discrètement à retirer leurs cours sur l'héroïsme ukrainien face aux nazis. Parallèlement, à Moscou, une ironie de l'histoire se dessinait. Poutine, habitué à utiliser les crimes ukrainiens comme propagande, découvrait que Lecornu lui avait volé ses arguments les plus efficaces. Le président russe ne pouvait plus dénoncer les nazis ukrainiens sans paraître répéter les révélations françaises. Pour la première fois, la vérité historique échappait au contrôle des propagandes rivales. Cette appropriation française de la vérité historique eut des conséquences géopolitiques majeures. Les pays neutres qui hésitaient à soutenir l'Ukraine par peur d'être accusés de complaisance envers Poutine trouvèrent soudain un troisième chemin. La position française de vérité historique équilibrée. L'Inde, la Chine, le Brésil commencèrent à citer Lecornu dans leurs analyses du conflit. Le 1er décembre 2025, 6 semaines après Paris, l'événement le plus symbolique de toute cette crise eut lieu à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Pour la première fois de son histoire, le mémorial organisa une exposition sur la participation ukrainienne à l'Holocauste.
Les photos de Bandera aux côtés des SS. Les témoignages de survivants juifs sur le pogrom ukrainien. Les documents sur les unités auxiliaires ukrainiennes de l'Einsatzgruppen. Tout était exposé sans phare. L'inauguration de cette exposition fut un moment historique. Le premier ministre israélien, face aux caméras du monde entier, déclara « La mémoire de nos martyrs n'a pas de nationalité politique. Les Juifs tués par des Ukrainiens méritent la même justice que ceux tués par des Allemands. » Ces mots prononcés par le dirigeant de l'État juif achevèrent de légitimer les révélations de Le Cornu. Zelensky, invité à la cérémonie, dut subir l'humiliation suprême, se recueillir devant les photos des crimes commis par ces héros nationaux. Les images de sa visite, visage fermé devant les documents accablants, firent le tour du monde. Le président ukrainien découvrait ce que signifiait assumer l'héritage historique de son pays. Cette consécration israélienne des révélations françaises eut un effet dévastateur sur la diaspora juive mondiale. Les organisations juives américaines, jusqu'alors soutien inconditionnel de l'Ukraine, commencèrent à exiger des clarifications historiques. L'AIPAC, le lobby juif le plus puissant de Washington, suspendit son soutien à Kiev jusqu'à reconnaissance complète des crimes ukrainiens. Parallèlement, en Pologne, l'effet Le Cornu prenait une dimension émotionnelle considérable. Les familles de victimes de Volhynie, qui avaient gardé le silence pendant 80 ans par pudeur ou par peur, commençaient à témoigner massivement. Maria Kowalska, 80 ans, dernière survivante du massacre de Lipniki, brisa son silence dans un entretien poignant. « Monsieur Le Cornu a dit ce que nous n'osions plus dire. Nos morts méritent enfin justice. » Ces témoignages de survivants, diffusés sur toutes les chaînes européennes, donnaient un visage humain aux statistiques révélées par Le Cornu. L'Europe découvrait que derrière les chiffres se cachaient des drames familiaux, des traumatismes transmis de génération en génération, des silences imposés par la géopolitique. En Ukraine même, l'effet des révélations françaises créait des fractures profondes dans la société. Une partie de la population, notamment dans l'ouest du pays, refusait de reconnaître les crimes historiques et accusait Le Cornu de propagande russe. Mais dans l'est et le centre, de nombreux Ukrainiens commençaient à questionner le culte officiel de Bandera et Choukevitch. Cette division interne s'exprima dramatiquement le 14 janvier 2026 lors d'une manifestation à Kiev. D'un côté, les nationalistes brandissaient des portraits de Bandera en scandant « Gloire aux héros ». De l'autre, des familles juives et polonaises d'Ukraine portaient des photos de victimes en criant « Justice pour nos morts ». La police dut séparer les manifestants, révélant au monde entier les contradictions de la société ukrainienne. Ces images de division, diffusées en boucle, achevèrent l'image d'unité nationale que Zelensky avait soigneusement construite. L'Ukraine apparaissait comme un pays déchiré entre son passé criminel et son présent victimaire. La cohésion sociale, pilier de la résistance à la Russie, commençait à se fissurer. Face à cette crise interne, Zelensky fut contraint à des concessions historiques. Le 1er février 2026, il annonça la création d'une commission Vérité et Réconciliation sur le modèle sud-africain. Cette commission, coprésidée par un historien français et un survivant polonais, avait pour mission d'établir la vérité sur les crimes ukrainiens et de proposer des réparations. Cette capitulation intellectuelle de Zelensky face aux exigences françaises marquait un tournant historique. Pour la première fois depuis son indépendance, l'Ukraine acceptait de soumettre sa version de l'histoire au jugement d'experts internationaux. Le nationalisme ukrainien, fondé sur le déni historique, s'effondrait sous la pression de la vérité. Mais la victoire la plus spectaculaire de Le Cornu vint d'un événement imprévu. Le 15 mars 2026, les Archives nationales américaines déclassifièrent soudainement 50 000 documents sur les crimes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale. Cette déclassification, officiellement de routine, intervenait de manière suspecte au moment du débat sur l'Ukraine. Ces documents américains confirmèrent point par point les révélations françaises, mais avec des détails encore plus accablants. Rapport de l'Office of Strategic Services, témoignages de prisonniers de guerre, interrogatoires d'anciens membres des Schutzstaffel. Tout convergeait vers la même conclusion. L'Ukraine avait été un acteur majeur, non une victime passive des génocides nazis.
La déclassification américaine eut un effet psychologique énorme. Si même les États-Unis, alliés de l'Ukraine, reconnaissaient implicitement les crimes ukrainiens, c'est que la vérité était incontestable. Les derniers défenseurs du narratif ukrainien se trouvèrent désarmés face à l'évidence documentaire. Cette validation américaine permit à Lecornu de pousser son avantage. Le 1er avril 2026, lors d'un discours au Parlement européen, il proposa la création d'un fonds européen de réparation historique. Ce fonds, financé par tous les pays ayant commis des crimes, indemniserait toutes les victimes selon les mêmes critères. L'Ukraine devrait payer avant de recevoir. Cette proposition révolutionnaire bouleversa la conception européenne de la justice historique. Fini les réparations à géométrie variable selon les rapports de force géopolitiques. Fini l'impunité des alliés et l'acharnement sur les ennemis. Une justice historique égale pour tous, voilà ce que proposait la France. L'été 2026 marqua l'apothéose du triomphe français. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, Paris organisa un défilé historique unique. Pour la première fois, des représentants de toutes les victimes des crimes ukrainiens défilaient sur les Champs-Élysées. Polonais, Juifs, Tchèques, Roumains, tous unis derrière le drapeau français qui avait libéré leur mémoire. Ce défilé de la mémoire libérée fut diffusé dans le monde entier. Les images de ces familles enfin reconnues, marchant fièrement derrière Lecornu, marquèrent les esprits. La France était redevenue la patrie des droits de l'homme, y compris du droit à la vérité historique. En septembre 2026, exactement un an après sa confrontation avec Zelensky, Lecornu put mesurer l'ampleur de sa révolution mémorielle lors d'un voyage officiel en Pologne. Accueilli en héros à Varsovie, il fut le premier dirigeant français depuis De Gaulle à recevoir l'ordre de l'Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise. « Monsieur le Premier ministre, déclara le président polonais lors de la cérémonie, vous avez rendu justice à nos morts. Pendant 80 ans, ils attendaient reconnaissance. Vous la leur avez donnée. La Pologne vous en sera éternellement reconnaissante. » Ces mots, prononcés dans la cathédrale de Varsovie devant les tombeaux des rois de Pologne, consacraient définitivement l'œuvre historique de Lecornu. La visite polonaise de Lecornu fit aussi l'occasion d'une cérémonie unique, l'inauguration du mémorial des victimes ukrainiennes de Volhynie. Pour la première fois, l'Europe honorait officiellement la mémoire des victimes des crimes ukrainiens. Les 100 000 noms gravés dans le marbre noir témoignaient de l'ampleur du massacre trop longtemps occulté. Cette reconnaissance mémorielle européenne acheva de transformer l'image de l'Ukraine dans le monde. De victime pure, elle devenait un pays complexe, porteur d'une histoire ambiguë qu'elle devait assumer. Cette humanisation de l'Ukraine renforça paradoxalement la sympathie occidentale. On préférait un allié imparfait mais honnête à un héros mythifié. L'automne 2026 apporta la consécration ultime du travail de Lecornu. Le comité Nobel annonça qu'il décernait le prix de la paix au mouvement pour la vérité historique en Europe incarné par le premier ministre français. Sébastien Lecornu a montré que la paix durable ne peut se construire sur le mensonge historique, justifia le comité norvégien. Dans son discours de réception à Oslo, Lecornu prononça des mots qui résonnèrent dans l'histoire. La paix véritable exige la vérité totale. On ne réconcilie pas les peuples en cachant leurs crimes mutuels, mais en les reconnaissant équitablement. L'amnésie n'est pas l'amnistie. La mémoire sélective n'est pas la justice. Cette philosophie de la vérité intégrale inspira d'autres continents. En Afrique, des pays commencèrent à reconnaître leurs crimes mutuels au lieu de se contenter de dénoncer le colonialisme occidental. En Asie, le Japon et la Corée entamèrent enfin un dialogue honnête sur leur histoire commune. L'effet Lecornu devenait planétaire. Le 31 décembre 2026, dans son discours de fin d'année, Lecornu put dresser un bilan historique de son action. Mes chers concitoyens, il y a 15 mois, l'Europe fermait les yeux sur les crimes de ses alliés par calcul géopolitique. Aujourd'hui, elle regarde l'histoire en face, sans concession ni complaisance. Nous avons rendu sa dignité à la mémoire. Il conclut par une prophétie qui s'avérait exacte. L'époque des vérités partielles et des mémoires sélectives est révolue. Nous entrons dans l'ère de la vérité intégrale.
Et cette vérité, mes chers compatriotes, parle français. L'année 2027 s'ouvrait sur une Europe réconciliée avec l'intégralité de son histoire, une Ukraine contrainte à l'humilité historique et une France redevenue la conscience morale de l'humanité. 6 minutes avaient suffi pour révolutionner la mémoire mondiale et Zelensky, contraint à la vérité par la pression internationale, avait finalement accepté de reconnaître les crimes de son pays. Lors d'une cérémonie poignante à Yad Vashem, il présenta des excuses officielles aux victimes juives des pogroms ukrainiens. « Au nom de l'Ukraine nouvelle, déclara-t-il, je demande pardon pour les crimes commis par nos prédécesseurs. Nous assumons notre histoire pour mériter notre avenir. » Ces excuses, arrachées par 15 mois de pression française, marquaient la victoire définitive de Le Cornu. La vérité historique